Bonjour, bonjour. Alors, comment ça va avec cette petite musique? Je baisse un peu le son. Pour moi, je vous l'augmente et me euh, voilà, bientôt. J'allume la caméra. Tout va bien. Comment ça va? Comment ça va? Comment ça va? Coucou, hein, le petit coucou plein écran. Alors, revue de presse de psychologie positive ce matin. J'espère que tout va bien pour vous. Je vais vous proposer trois articles ce matin. Vite pour... J'ai le son un peu trop fort dans les oreilles, ça me perturbe. On va, on va baisser et on va augmenter pour vous. Comme ça, vous avez un peu de tic. Et moi, j'en ai pas beaucoup. Voilà. Alors, trois articles ce matin qu'on va traiter. Est-ce que l'argent peut acheter le bonheur? Nouvelle étude sur le sujet, plutôt de la dépense. Comment est-ce qu'on dépense pour le bonheur? Ensuite, autre article, pardon. Pareil sur les buts. Voilà, donc là, on a quelque chose qui va compléter cette étude-là. Les deux se répondent. Et puis, une étude sur la réalité virtuelle et la santé mentale. Donc, comment est-ce qu'on peut utiliser la réalité virtuelle pour favoriser la santé mentale? Voilà les articles qu'on va traiter ce matin. Et on va commencer plutôt par se rattacher les cheveux, bien sûr. Et ensuite, on va commencer plutôt par l'article de Psychology Today qui raconte quoi? Qui dit To be happy for the rest of your life, seek these goals. Alors, poursuivez ces objectifs. Hop là, premier article, je vous mets ça. Voilà, on épingle. On est content d'épingler ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit cet article donc, qui a été écrit par une docteure en psychologie, Susan Krauss-Withborn, qui est publié le 25 avril 2023. J'ai des petits problèmes de mèche de cheveux ce matin. C'est assez normal. Alors, donc qu'est-ce que ça nous dit? J'essaie de me recentrer pour vous, ça va moins trigger comme ça. Hop, alors, tac. Donc, c'est la question des objectifs, des buts dans la vie et de leur importance. Donc on a tous des objectifs dans la vie, hein, des grands objectifs, des objectifs de vie, des choses qu'on aimerait bien accomplir. Et donc, c'est des choses qui nous guident forcément. Après, on n'y pense pas tous les jours. Mais les comportements qu'on a tous les jours vont, comment dire, traduire le sens et les buts, notamment les objectifs, les grands objectifs qu'on se fixe ou qui, un peu, des fois parfois, sont fixés pour nous, hein, qui ne sont pas déterminés que par notre propre volonté. Et donc nos comportements quotidiens trahissent ces grands objectifs. Ok. Et donc, quand on recherche le bonheur, voilà, on se pose un certain nombre de questions par rapport aux relations, par rapport à la santé, par rapport à, évidemment à la santé financière, aux moyens qu'on a, aux biens, etc., qu'on peut acquérir. Et donc ça, c'est quelque chose qui va déterminer un petit peu nos comportements. Ok. Euh, et toutes ces questions autour des objectifs de vie, eh bien, on peut les lire à travers la théorie de l'autodétermination, qui est en gros une théorie de la motivation qui sépare notamment
les objectifs, les motivations entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque. Les motivations extrinsèques sont des motivations qui sont nourries par le fait d'obtenir quelque chose, que ce soit la reconnaissance des autres, l'acquisition d'un objet matériel, voilà, toutes des choses en fait où votre objectif, l'atteinte de l'objectif, c'est un moyen. Tous vos comportements sont des moyens pour arriver à des fins qui sont des fins qui ne sont pas des fins en tant que telles. En fait, vos comportements sont des moyens pour atteindre quelque chose, pour obtenir une récompense. Alors que les buts intrinsèques et les motivations intrinsèques, c'est faire des choses parce que ces choses nous intéressent en tant que telles. C'est pas la finalité de l'action qui nous intéresse, c'est le fait de faire la chose. Par exemple, vous êtes fan de, je sais pas moi, de basket, vous adorez jouer au basket, eh bien, vous avez une motivation intrinsèque pour jouer au basket. Jouer au basket vous rend heureux. C'est pas le fait de dire, bon, je vais jouer au basket parce que si je joue au basket, les gens vont penser que je suis sympa, que je suis cool, etc. Et donc c'est intéressant. Ou je vais jouer au basket juste pour faire mon cardio, mais bon, le basket, je m'en fiche, ça pourrait être autre chose. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes motivations. Et donc les motivations extrinsèques, elles auraient une interaction plutôt négative avec le bien-être, notamment quand elles sont basées sur la comparaison sociale. Quand on dit, voilà, je veux atteindre ça pour que les autres me voient comme ci, comme ça, donc évidemment on se compare aux autres quand on fait ça. Et donc les buts extrinsèques, en tout cas une certaine catégorie de buts extrinsèques, parce que tous les buts extrinsèques sont pas mauvais, hein, ça fait partie aussi de la vie et c'est normal d'en avoir, mais un certain nombre de buts extrinsèques vont être un peu des illusions, puisque on va jamais en fait atteindre ce qu'on souhaite, c'est-à-dire que le fait que les autres nous voient de manière positive, nous trouvent cool, etc., nous reconnaissent, nous écoutent, nous trouvent comme ci, comme ça, en fait on a ces objectifs-là parce qu'on se compare aux autres, et tant que on est en insécurité personnelle par rapport à notre propre image, on peut faire toutes les choses qu'on veut, on sera jamais satisfait. Donc en fait, bon, c'est un peu le, comment dire, une quête sans fin. Bon. Donc là, après, il y a tout un développement sur la théorie d'autodétermination. Je ne vais pas forcément approfondir plus que ça. Mais ce qu'on sait, c'est que le contenu spécifique des objectifs de vie d'un individu vont contribuer à son bien-être. Voilà, de manière significative. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que on a pris ici une méta-analyse, hein, Bradshaw et collaborateurs, et ils ont comparé la contribution des motivations intrinsèques et des motivations extrinsèques au bien-être et au mal-être. Donc, contrairement en fait à des études corrélationnelles où on prend les objectifs, on regarde le bien-être et on voit s'il y a un lien entre les deux, et qu'après on fait éventuellement des régressions, etc. Ici, il y avait aussi des études longitudinales, c'est-à-dire qu'on avait une mesure avant, peut-être des changements d'objectifs, des fixations d'objectifs, et ensuite on avait une mesure un peu plus tard, donc vraiment une étude longitudinale hein, avec plusieurs temps de mesure. Enfin, plusieurs études d'ailleurs. En tout cas, dans la méta-analyse, ils ont sélectionné des études comme ça. Ils ont fait aussi des comparaisons par sexe, genre, âge, nationalité, classe sociale, et ils ont regardé à quel point ça avait une influence. Cette méta-analyse a regroupé 92 études, donc plus de 70 000 participants dans le monde entier, avec toujours le même questionnaire qui est utilisé, une échelle de 1 à 7 qui, pour mesurer les buts intrinsèques et extrinsèques. Voilà. Et donc il y a des aspirations, etc. Bon, je passe un petit peu sur les outils, parce que voilà. Et donc chacun devait se positionner par rapport à ça. Ce qu'ils ont conclu de cette étude, donc ils comparaient toujours des groupes contrôle avec des groupes tests, et je ne vais pas rentrer dans le détail de l'étude plus que ça, parce que le but c'est de comprendre des grandes lignes, mais
En gros, ça soutient, ça confirme l'hypothèse que la motivation intrinsèque plus importante euh, apporte plus de bien-être et que une motivation extrinsèque plus importante apporte plus de mal-être. Et ce qui est certain aussi, c'est que de la motivation, c'est mieux que pas de motivation. C'est-à-dire que, d'une manière générale, vous serez mieux si vous avez des motivations intrinsèques, que vous poursuivez des objectifs qui sont liés à de la motivation intrinsèque, que si vous poursuivez des objectifs liés à de la motivation extrinsèque. Par contre, quelle que soit la motivation, c'est toujours mieux d'avoir des objectifs et de la motivation que d'être amotivé, c'est-à-dire de ne pas avoir de motivation. Et ça, sur le mal-être et sur le bien-être, ça a des effets importants. Donc il faut toujours mieux être motivé par quelque chose que pas motivé du tout. Donc ça, ok. Et donc les auteurs ont insisté sur le côté motivation intrinsèque pour promouvoir la santé mentale. Donc en fait, quand on parle d'objectif, le bonheur, c'est plutôt quelque chose qui est au cœur, euh, au cœur des motivations, plutôt que quelque chose qu'on va essayer d'atteindre. Ça doit être dans les motivations. Et la motivation intrinsèque, donc faire quelque chose parce que ça nous plaît, parce qu'on aime ça, parce que ça nous apporte du sens, parce que ça nous apporte plein de choses et que l'activité en tant que telle est intéressante pour elle-même, c'est en fait faire une activité qui immédiatement nous rend heureux. Et, et donc quand on parle de bonheur et d'action pour promouvoir le bonheur c'est pas un objectif à atteindre, c'est plutôt quelque chose qui est lié à des motivations intrinsèques, donc quelque chose qui est lié à des activités qui nous rendent heureux. Et c'est là où les auteurs, enfin c'est sur ce point-là que les auteurs insistent. Alors comment est-ce qu'on peut pousser la motivation intrinsèque? Quelques pistes proposées par l'autrice de cet article de vulgarisation, en se basant sur l'étude, c'est que l'âge avait un rôle dans cette méta-analyse mineur, mais un rôle significatif sur la relation entre motivation et bien-être ou mal-être. Donc plus vous êtes âgé, plus vous avez ce côté-là. Je reprends la phrase. Oui, en plus, les objectifs basés sur la motivation intrinsèque sont pas autosuffisants, mais s'alimentent eux-mêmes. En fait, ils se renforcent. Donc ça génère, quand vous avez de la motivation intrinsèque, un but intrinsèque, ça va générer de la motivation plus facilement quand c'est un but extrinsèque, en fait. Euh, Ça se renforce. Parce qu'un but extrinsèque, une fois que c'est fini, tac, vous vous dites, bah voilà, c'est fini, euh, et si c'est un but extrinsèque qui est lié à la comparaison sociale, bah en fait, vous dites que c'est fait, mais en fait, c'est jamais fait. Donc c'est toujours ça crée un manque. Alors que quand la motivation intrinsèque, on n'a pas besoin de cocher une case, c'est l'activité en tant que telle, c'est un renouvellement permanent de la motivation, un renouvellement permanent du plaisir sur cette activité, donc il n'y a pas, ce déficit-là. Donc en gros, conclusion sans surprise. Avoir des objectifs, c'est important pour être heureux, ok. Euh, et il faut s'assurer que les objectifs qu'on se fixe maintiennent notre bien-être et font qu'on se sente, enfin font qu'on sente qu'on a une valeur en fait. Euh, donc l'objectif c'est plutôt d'aller vers des objectifs, enfin l'objectif est plutôt de se fixer des buts intrinsèques et donc d'avoir des motivations, de faire pencher la balance du côté de la motivation intrinsèque plutôt que de la motivation extrinsèque. Et ça, peu importe l'âge, voilà. En tout cas, c'est ce qui apporte le plus de bonheur. Quand on fait des activités qui nous motivent en tant que telles, c'est ce qui nous apporte le plus de bonheur. Que ce soit parce que l'activité nous apporte du plaisir ou parce que l'activité nous apporte du sens. Après, il faut faire attention, hein, c'est pas blanc ou noir. Les buts extrinsèques, ça nous permet aussi d'avancer sur certaines choses,
Au travail, on a besoin de but extrinsèque aussi, c'est pas que du plaisir tout le temps. Il y a des activités qu'on fait parce qu'elles permettent justement de mettre en place un contexte qui est favorable à nos autres buts intrinsèques importants, intéressants. Euh, Par exemple, je ne sais pas si vous faites une activité passion. Euh, Par exemple, quelqu'un qui serait streamer ou quelqu'un qui serait, je sais pas, qui adore, qui est menuisier, qui adore son travail, voilà, il va le faire, il va prendre du plaisir à le faire. Euh, Quelqu'un qui est artiste, etc. Je prends des exemples un peu clichés, mais comme ça permet de bien comprendre. Euh, du coup, il n'y a pas de souci en fait à faire l'activité, c'est une activité plaisir. Professionnellement, c'est bien. Sauf que professionnellement, il y a d'autres contraintes. Il y a parfois appeler des clients, il y a parfois faire des éléments de comptabilité, etc. Alors on peut déléguer, on peut externaliser des activités qui seraient plutôt de la motivation, de l'ordre de la motivation extrinsèque, mais on ne peut jamais tout externaliser. Et donc, pour aussi favoriser cette motivation intrinsèque, ces buts intrinsèques, euh, et permettre qu'ils existent et qu'ils se déploient, il faut aussi des buts extrinsèques. Donc, toujours faire attention avec ça, c'est une histoire d'équilibre entre les deux, c'est pas une histoire de il faut que des buts intrinsèques, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc, voilà, c'est plutôt un équilibre à trouver. Voilà pour ce premier article. On reste dans la même thématique, comme ça on sera plus efficace. Deuxième article du Greater Good Magazine, donc le suivant: Can money buy happiness? It depends on why you're spending it. Alors, la manière dont on dépense son argent influence le bonheur. Tac, deuxième article. C'est parti. Alors ici, un article d'Elizabeth Hopper. Donc, nouvelle recherche sur le lien entre argent et bonheur. Vous allez voir pourquoi il y a un lien avec l'article précédent, parce qu'on parle aussi ici de motivation intrinsèque, extrinsèque, et de théorie de l'autodétermination. Alors, si on vous donne de l'argent et qu'on vous dit de dépenser cet argent immédiatement, comment est-ce qu'on devrait dépenser cet argent? Ça, c'est la question que se sont posées des chercheurs, puisque des études précédentes, dont je parle aussi, dont j'ai parlé sur le blog régulièrement, bon, quand je parle d'argent et de bonheur, c'est des choses qui sont souvent que je mets souvent en avant et qui sont souvent mises en avant aussi dans les résultats de recherche, c'est que, en fait, ce qu'on a comme résultat, c'est que dépenser pour des expériences, ça apporte plus de bonheur que de dépenser pour des objets. Donc par exemple, dépenser pour faire un voyage, pour se payer un bon repas avec un ami ou des amis, c'est plus source de bonheur que de dépenser de l'argent pour s'acheter, je sais pas, des fringues, pour s'acheter le dernier gadget à la mode, etc. Et on ressent plus de gratitude quand on dépense de l'argent pour des expériences que pour des objets. Bon. Mais il y a aussi des moments. Alors, le problème des expériences, c'est toujours la deuxième partie, le deuxième effet qui se coule, la deuxième partie de l'étude, c'est que les expériences, oui, ça apporte plus de bonheur, mais il y a aussi beaucoup plus de risques. Toujours, hein, bénéfice important, risque plus important, bénéfice moins important, enjeu moins important, risque moins important. Parce que si vous payez une expérience un peu chère, et que, en fait, ou même pas chère d'ailleurs, hein, et que ça valait pas le coup, vous allez être beaucoup plus déçu, ça va être beaucoup plus source de négatif que si vous achetez un objet pas cher et qu'en fait il est un peu naze. Parce qu'en fait, de toute façon, l'objet, au bout d'un moment, vous l'oubliez, fait partie de votre normalité, donc peu importe, on passe à autre chose. Typiquement, vous achetez des places à un concert et le concert est un peu pourri, bon voilà, et vous vous dites à ce moment-là, bah, j'aurais mieux fait de rester chez moi, j'ai hésité un petit peu, j'aurais été plus tranquille, peut-être que j'aurais pu faire autre chose, ou alors on va au resto avec un pote, et puis ça se passe, en fait ce resto il est pas si ouf que ça. Le service n'était pas génial, on a un peu trop attendu, puis en fait la bouffe était, on est tombé sur un jour pas ouf, par exemple, où la bouffe était pas géniale, etc. Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent quand on part sur une expérience. Donc tout ce problème potentiel de déception. Et c'est là où les auteurs
se sont posé des questions sur la manière dont on dépensait l'argent. Donc, dans cette étude-là, de Olaya Moldes, donc Beyond Experiential Spending, donc au-delà de la dépense expérientielle, les consommateurs rapportent des plus hauts niveaux de bien-être d'achat qui satisfont leur but intrinsèque. Et on retombe sur nos pattes par rapport à l'article précédent. Là, je ne vous ai pas dit, mais c'est un article qui date du 8 mai, donc c'est assez récent, c'est à 3 jours. Et cette publication scientifique, elle est un peu plus ancienne, elle date du 13 novembre. Donc dans cette étude, qu'est-ce qui s'est passé? On a pris 452 participants dans une étude en ligne, et ils devaient décrire une dépense récente, un achat récent. Et ils devaient aussi dire comment... ils devaient écrire sur la manière dont ils dépensent leur argent depuis les 3 derniers mois. Donc des dépenses allant de 60 à 1200 $, en excluant toutes les dépenses du quotidien. Donc le loyer, les factures, le fait d'aller faire les courses, etc. Les choses classiques, ça c'est exclu, c'est des dépenses, on va dire, extra. Donc une fois qu'ils ont décrit ça, ils devaient indiquer à quel point ces dépenses extra les ont aidés à atteindre leurs différents objectifs. Et ils devaient aussi écrire à quel point ces dépenses-là favorisaient leur bonheur et leur satisfaction. Donc les buts intrinsèques et extrinsèques, on en a parlé tout à l'heure, c'est donc la différence entre une motivation qui va être carotte et une motivation qui va être l'activité en tant que telle. Donc là, dans l'étude, par exemple, les buts extrinsèques, c'était le fait de gagner en richesse ou en statut social, alors que les buts intrinsèques, c'était le fait de cultiver des relations, d'aider les autres, tout simplement, de favoriser sa croissance personnelle, d'apprendre, de se développer, etc. Bon. Et ce qu'ont trouvé les chercheurs, en tout cas la chercheuse qui a publié l'étude, c'est que plus les dépenses traduisaient en fait des buts intrinsèques, plus c'était aligné leurs dépenses avec leurs buts intrinsèques, plus cela améliorait leur bien-être. Donc, quand on dépense de l'argent pour quelque chose qui est important pour nous, ça nous apporte plus de bien-être. Et pour pouvoir comparer par rapport aux études dont je parlais au début, là, sur le fait que les expériences apportent plus de bonheur que le matériel, ils ont aussi demandé, pour chaque dépense, à quel point c'était des dépenses expérientielles ou des dépenses matérielles. Et là, ce que les auteurs ont trouvé, c'est que quand on combine les deux facteurs, c'est-à-dire les buts, le type de but, intrinsèque, extrinsèque, et le type de dépense, expérientielle, matérielle, en fait, le fait qu'une dépense soit alignée avec un but intrinsèque, expliquait plus les différences de bonheur générées par deux dépenses que le fait que ça soit une dépense expérientielle. En gros, si vous faites des dépenses expérientielles qui sont des dépenses pour atteindre des buts extrinsèques, alors ça vous apportera beaucoup moins de bonheur que de faire des dépenses matérielles qui sont alignées avec des buts intrinsèques. Exemple, dépenses matérielles, dépenses expérientielles extrinsèques, je vais à un concert avec d'autres personnes parce que, en termes de statut social, ça me permettra, je m'en fiche un petit peu du concert, c'est plus pour paraître cool et pour être dans la tendance, etc. Et donc à ce moment-là, je ne poursuis pas un but qui est important pour moi, enfin qui est important intrinsèquement. Je ne fais pas une activité qui intrinsèquement va m'apporter du plaisir, je la fais parce que j'ai une poursuite d'image sociale en tête. Et donc c'est un but extrinsèque. Donc ça m'apportera moins de bonheur que, par exemple, dépenser, je reprends l'exemple du streamer par exemple tout à l'heure, ou de l'artiste, ça apportera plus de bonheur de dépenser pour s'équiper pour une activité qui nous plaît,
Par exemple, j'ai une activité, je m'achète une super raquette pour jouer au tennis, au paddle, etc. Je m'achète un petit peu de matériel pour augmenter la qualité de mon activité qui me fait plaisir, qui est de streamer, par exemple. Voilà, en fait, quand vous dépensez du matériel pour poursuivre un but, pour alimenter une activité qui vous apporte de la motivation intrinsèque, qui est intrinsèquement motivée, alors ça vous apportera plus de plaisir. Donc en fait, il faut les deux, il faut la combinaison des deux. Donc c'est ça qui est important. Enfin, si on veut, le truc optimal, c'est la combinaison des deux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette étude? C'est que on est plus exposé aujourd'hui à des dépenses, on est sollicité dans tous les sens. Alors, en ce moment, avec l'inflation, c'est un peu plus compliqué, mais on est sollicité dans tous les sens pour dépenser de l'argent pour du matériel, pour des choses un peu, pas forcément vaines, mais en tout cas dont on n'a pas forcément besoin. Et donc, on est plus exposé à des messages matérialistes, c'est-à-dire que on dit bah, achète ce truc-là, cet objet, et ça va t'apporter du bonheur, que on ne pouvait l'être il y a 60 ans. Parce qu'on a tout simplement plus de canaux de diffusion, de publicité, etc., de marketing. Et donc c'est ça le problème en fait, c'est d'être exposé à ça, d'être sollicité tout le temps, et donc de penser parfois, parce qu'évidemment on est humain et les messages marketing sont bien ciblés pour appuyer sur les bons boutons, penser qu'effectivement cette dépense va nous apporter du bonheur ou nous apporter de la satisfaction, etc. Donc c'est là où est le piège finalement. Donc à chaque fois qu'on veut acheter quelque chose, ce que conseillent les auteurs c'est ça, c'est de faire une pause tout simplement, et de se demander qu'est-ce qu'on va en tirer de cet objet. Si on se dit qu'on va acheter cet objet, ça nous permet d'impressionner les autres, de projeter une certaine image, euh, voilà, d'avoir ce genre de choses-là, d'obtenir ce genre de choses-là, alors on est plutôt sur une motivation extrinsèque. Et c'est sans doute pas une dépense optimale. Alors, est-ce que toutes les dépenses doivent être optimales pour le bonheur? Je ne sais pas. Mais en tout cas, après, on achète en connaissance de cause, mais voilà, on s'est posé la question et on sait pourquoi on le fait. Ou alors ça nous permet des fois de recadrer, de dire ok c'est pour les autres, enfin c'est pour projeter une certaine image, etc. Mais en même temps ça me fait plaisir aussi, donc je vais quand même l'acheter. Ou alors je me dis ah bon, c'est pas si important que ça, je peux plutôt mettre de l'argent dans autre chose. Donc, voilà. Euh, donc à chaque fois qu'on planifie d'acheter quelque chose, en tout cas de conséquent, il ne faut pas non plus se prendre la tête pour chaque micro-dépense, ça peut être intéressant de se poser la question pourquoi, qu'est-ce que ça va nous apporter, pourquoi est-ce qu'on achète ça? Est-ce que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément besoin, mais dont on a vraiment envie? Et ça peut nous orienter pour dire ok, c'est plutôt une motivation intrinsèque, plutôt une motivation extrinsèque pour cette expérience ou cette dépense matérielle, et c'est ça qui va nous orienter. Alors les expériences ça reste quand même vrai, hein, le côté expérience qui est plus intéressant que la dépense matérielle, mais les buts qui sous-tendent la dépense ont un effet plus important que le fait de dire est-ce que c'est matériel ou expérientiel. Et avec l'expérientiel, il y a toujours le risque de la mauvaise expérience. Voilà, mais sans risque, hein, on ne vit pas évidemment. Voilà pour ce deuxième article. Donc, on a vu un premier article sur le type d'objectif. Là, on voit les dépenses liées au type d'objectif. Donc, vraiment, on a ce matin un petit faisceau d'indices sur les motivations intrinsèques. Alors, il y a encore plein d'autres choses. On peut faire un petit point sur les motivations. En fait, je vais juste vous montrer un petit schéma. Hop là. Enfin, un petit tableau plutôt. Si j'y arrive. Si ça charge. Tac, un petit tableau. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, je vais vous copier ça. Attendez, hop là. Avant de passer au dernier article. Voilà. Nous y voilà. Juste pour faire un petit point sur la motivation. En fait, vous avez dans la motivation plusieurs types de choses. Là, on a parlé ce matin de motivation intrinsèque versus extrinsèque. Mais en fait, on a aussi des styles de régulation, des niveaux d'autonomie. Et en fait, ce qui est important aussi, c'est important, hein, les objectifs intrinsèques, les objectifs extrinsèques, c'est une grille de lecture qui est intéressante.
Mais après, dans la motivation, ce qui est important aussi, ça va être d'être sur des motivations autonomes plutôt que des motivations contrôlées, en fait. Euh, Par rapport au bonheur notamment, si vous voulez, les motivations contrôlées ou contraintes, si je prends donc avec les styles de régulation qui vont avec, hein, c'est donc là, là vous voyez pas, mais je prends les rouges là, à gauche, ici là. Si vous êtes sur des motivations contrôlées type régulation externe, c'est que quelqu'un va vous punir ou vous récompenser si vous faites les choses. En fait, c'est vraiment vous faites que pour ça et c'est parce qu'il y a une pression externe. La régulation introjectée, c'est quand il y a des pressions internes. Par exemple, tout le monde vous dit t'es un gros sac, va faire du sport et en fait c'est pour éviter la honte que vous allez faire du sport et pas parce que vous dites j'ai envie de changer ou parce que j'ai envie de faire attention à ma santé ou parce que tiens ce sport-là m'intéresse, mais parce que tout le monde vous dit que voilà, c'est bon, il faut que tu perdes du poids, etc. Tout le monde vous fout la pression. Ça, c'est pas une bonne motivation. Donc là, quand on est là-dessus, on est toujours sur des motivations qui sont pas des motivations qui apportent du bonheur. Quand on est par contre sur des motivations intrinsèques, évidemment, ça c'est la régulation intrinsèque, l'activité réalisée pour elle-même par intérêt et plaisir, là, c'est évidemment, ça apporte du bonheur. Que ça soit, en fait, que votre motivation intrinsèque, elle soit liée à des expériences ou qu'elle soit liée à des dépenses matérielles qui permettent d'améliorer vos expériences, ça reste de la motivation intrinsèque. Ou parce que l'expérience d'achat vous fait plaisir, etc. Et puis après, on a dans les motivations autonomes d'autres choses. Les régulations identifiées, par exemple, c'est faire quelque chose parce que ça a du sens, parce que c'est valorisé pour vous. C'est pas forcément quelque chose qui vous plaît en tant que tel, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Par exemple, vous êtes menuisier, vous adorez votre travail, vous êtes ébéniste, voilà, par exemple, vous adorez votre travail, vous faites des meubles et tout de fou, c'est vraiment une passion. Ben, vous pouvez aussi avoir des motivations autonomes autour de votre activité, c'est-à-dire aller voir des fournisseurs pour acheter des matériaux, négocier des matériaux, des matières premières qui sont importantes pour votre travail. C'est un comportement qui a du sens parce que ça vous permet d'alimenter votre activité qui vous motive intrinsèquement. Mais c'est pas aller chez le fournisseur, c'est pas forcément le truc qui vous fait kiffer en tant que tel le plus, quoi. Ça peut vous apporter du plaisir, mais c'est pas une vraie motivation intrinsèque. Et la régulation intégrée, c'est faire quelque chose parce que c'est en harmonie avec ses valeurs, même si cette chose en tant que telle, elle ne vous intéresse pas pour elle-même en fait. Par exemple, vous faites quelque chose parce que vous dites en tant que professionnel, je dois avoir ce type de comportement, c'est important pour moi, c'est aligné avec mes valeurs. Et donc, si par exemple ça s'est mal passé euh, avec un client, s'il y a un petit truc qui ne va pas sur le meuble que j'ai fourni, ou l'œuvre d'art que j'ai fournie, eh bien je vais aller voir le client, je vais réparer, je vais proposer un ajustement. Ça fait partie de mes valeurs, c'est important. C'est pas une activité que je kiffe en tant que telle, mais ça fait partie de mes valeurs. Et donc en fait, quand vous êtes là-dedans, quand vous êtes dans la partie droite du schéma, donc ce qui va être bleu-vert là, vous êtes sur des motivations autonomes et là, ça vous apportera du bonheur. Mais ces motivations autonomes, elles sont liées à vos objectifs de vie, à la personne enfin, à ce qui vous paraît être important en tant que personne. Vous dites, ben, moi, mes valeurs, c'est ça et ça, donc mon comportement doit être aligné avec ça. Et ça m'apporte du plaisir et de la cohérence de me dire que je suis en accord avec mes valeurs. Donc voilà, c'était petite aparté sur les motivations, mais c'est important je trouvais ça intéressant de voir. Vous pouvez aller voir l'article qui est lié à ça sur ce réalisé qui explique un petit peu les choses, qui s'appelle tout simplement. Il s'appelle comment? Ah oui, c'était un épisode de podcast, mais il y a des articles aussi sur la motivation, mais je vous remets l'épisode du podcast où vous avez le schéma si vous voulez regarder tranquillement. Tout ça. Alors, on s'égare un peu, je suis un petit peu une petite sortie de piste. On va aller regarder le dernier article qui s'appelle Réalité virtuelle et santé mentale, excite le divan, place au casque. Je vous mets ça en message épinglé. C'est parti. Je regarde si j'ai des messages. Tout va bien. Donc on va finir sur ce dernier article écrit par Emma Tison, qui est doctorante en psychologie et psychologue, donc neuropsychologue notamment à l'université de Bordeaux. Donc si vous êtes un petit peu technophile, vous n'êtes pas sans savoir que la rumeur court depuis quelques années que Apple va lancer un casque de réalité virtuelle, réalité augmentée, on ne sait pas trop, et que, comme tous les ans, ça doit être pour dans pas longtemps, mais visiblement, ce serait
Là, cette fois, ce serait la bonne, ce serait à la prochaine conférence Apple. Bref, parenthèse fermée. Et donc, le casque de réalité virtuelle, ça a un intérêt d'un point de vue psycho. Parce qu'en fait, c'est déjà, vous le savez, hein, alors que ce soit là on parle de réalité virtuelle, mais c'était pareil pour la réalité augmentée avec HoloLens de Microsoft. En fait, c'est déjà utilisé la réalité virtuelle dans différents secteurs de formation. Donc, par exemple, la vente, le management, c'est utilisé dans la formation des astronautes, c'est utilisé en médecine aussi pour entraîner les chirurgiens. C'est utilisé des fois dans des formations pratiques, notamment techniques, où vous allez avoir de techniciens sur des machines ou sur des systèmes complexes, etc., pour être en situation. Je me souviens que ça a été utilisé sur des entraînements sur des plateformes pétrolières ou en centrale électrique, etc., des choses comme ça. Et ça a aussi un potentiel pour traiter des troubles mentaux. Voilà. Alors, la réalité virtuelle, en général, petit rappel dans l'article, vous avez plusieurs dispositifs. Vous avez les casques de réalité virtuelle, donc, vous avez ce que vous voyez là sur la vidéo. Vous avez les visiocubes, c'est-à-dire vous êtes dans une pièce avec des projections à 360, des capteurs, et vous êtes en réalité virtuelle dans un espace bien défini. Donc ça, c'est typiquement des choses qu'on faisait avec le HTC Vive dans des espèces de pièces, des pièces dédiées avec des écrans, des projections. Il y a d'autres dispositifs qui permettent de faire ça. Donc là, vous n'avez pas le casque sur la tête, en fait. Alors HTC Vive, on fait ça dans des pièces dédiées avec pour pouvoir bien délimiter la pièce, mais vous avez des dispositifs un peu similaires où au lieu d'avoir un casque, vous avez une projection sur 4 écrans autour de vous, ou au moins 3 écrans, et vous allez pouvoir vous mouvoir dans cette entre guillemets, cette cage qui va pouvoir elle aussi se déplacer dans l'espace virtuel. Bref. Et puis après, il y a grand écran, où en fait vous avez simplement un très grand écran qui couvre une grande partie de votre champ de vision, mais c'est un peu moins immersif. Et donc l'intérêt des casques, évidemment, c'est l'immersion visuelle et auditive complète. Et vous avez aussi, depuis quelques années, mais ça coûte encore très cher, des dispositifs qui vous permettent d'avoir des retours haptiques. Je ne sais plus comment ça s'appelle, le dispositif où vous avez des chaussures spéciales, vous êtes sur un tapis, en fait, vous pouvez courir, et vous êtes harnaché au niveau de la taille, de manière infinie, en fait. Il y avait aussi, j'avais vu il y a quelques années, mais je pense que c'est jamais sorti, c'était des espèces de sphères, de boules de hamster géantes pour être humain, en fait, où vous étiez avec un casque de réalité virtuelle dans une boule comme ça, donc où vous pouviez vous mouvoir, vous arrêter, vous accroupir, sauter, etc. Mais la boule, donc ça fait une boule de plusieurs mètres, il faut un hangar pour la mettre, qui était en fait avec qui n'était pas pleine, mais qui était une espèce de treillis, etc. Et en fait, vous pouviez vous déplacer dans tous les sens. Et contrairement au truc où vous êtes harnaché, vous accroupir, bouger, etc. Et donc ça fait comme si vous étiez dans un espace virtuel infini. Donc il y a plein de dispositifs qui existent, plus ou moins populaires, et la réalité virtuelle a fait des progrès en termes de définition d'image, et c'est hyper important ça aussi, parce que c'est un peu la limite parfois de certains casques. Donc, réalité virtuelle, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'avoir des expériences sensorielles artificielles. Donc, vous avez un ensemble de dispositifs en plus de la vision et de l'ouïe, des retours haptiques, l'odorat, on se souvient, peut-être certains se souviennent du Oculus Rift, avec le jeu South Park, bref. Et donc, plus on va avoir d'immersion, plus on va avoir de sens sollicité, plus on va avoir une sensation de présence élevée. Donc la présence, il y a deux aspects dans la présence en réalité virtuelle, quand on parle de ça en psychologie. On a l'illusion du lieu et l'illusion de la plausibilité. Et quand on a tout ça, on a vraiment cette impression d'être dans un lieu réel. Donc quand en fait vos mouvements physiques sont en cohérence avec les mouvements dans l'espace de réalité virtuelle, le cerveau il conclut que c'est votre vrai espace, en fait, que c'est un espace réel. Donc ça, c'est l'illusion de lieu. Et ensuite, vous avez le côté interaction. Si l'environnement réagit à notre présence, à nos actions, on a l'illusion de plausibilité. Donc en fait, si vous vous déplacez dans l'environnement et que vous déplacez votre corps et que ça vous déplace de manière logique dans l'environnement, illusion de lieu. Si vous avez des interactions avec l'environnement et que l'environnement réagit bien à vos interactions, de manière réactive, de manière plausible, de manière logique,
de manière cohérente, eh bien, vous avez une illusion de plausibilité. Alors, l'intérêt du casque de réalité virtuelle, c'est que ça permet de l'apprentissage par expérience. Donc, il y a plusieurs types d'apprentissage par expérience. L'expérience concrète, une situation réelle, vous apprenez dans la situation réelle. L'observation réfléchie de cette expérience, deuxième tranche, deuxième étape. Donc là, on va avoir la conceptualisation. Donc on analyse la situation, on comprend la situation, etc. Et on a l'expérimentation active aussi, qui est le fait de valider ce qu'on a pu observer et conceptualiser. Donc j'ai l'expérience, j'observe ce qui se passe dans l'expérience, je conceptualise, j'essaye de comprendre ce que j'ai observé, et ensuite j'expérimente à partir de ma compréhension. En fait, c'est cette espèce de boucle, si on se sépare en 4 tranches, évidemment, ça va beaucoup plus vite que ça dans la réalité. C'est pas je m'arrête, je fais ça en 4 étapes. C'est l'explication du processus cognitif plutôt de l'apprentissage par expérience. Et donc, pour les problèmes de santé mentale, où on va avoir des difficultés à interagir avec le monde réel, c'est intéressant d'utiliser la réalité virtuelle, notamment quand on a des difficultés à expérimenter dans le monde réel. On va par exemple se confronter à des phobies. Voilà. L'intérêt de la réalité virtuelle, c'est qu'on peut doser le degré de risque, qu'on peut doser le degré d'exposition à des stimuli problématiques, et qu'on peut répéter à l'infini jusqu'à ce que l'apprentissage soit fait. Et que en plus on peut avoir des données, c'est-à-dire que le thérapeute, celui qui accompagne là-dedans, il va avoir des données précises sur ce que fait la personne dans l'environnement virtuel, où elle se déplace exactement, quel pattern elle suit. Si on a un retour en plus maintenant dans certains casques des mouvements des yeux, sur quoi elle se focalise dans l'environnement. Donc tout ça c'est assez intéressant. Alors c'est aussi intéressant parce que ça permet d'exposer à des situations auxquelles on peut difficilement exposer dans la réalité. Par exemple, quelqu'un qui a peur de prendre l'avion, là, ici, c'est ce qui est évoqué, la phobie de l'avion, vous n'allez pas la mettre dans un avion réel 15 fois. Enfin, déjà, l'empreinte carbone est catastrophique, mais en plus de ça, vous avez... ça coûte beaucoup trop cher. Là, vous allez la mettre dans un simulateur, et on a des très bons simulateurs maintenant là-dessus, et c'est assez facile, puisque vous êtes assis, en fait. Donc, vous avez un siège avec un petit retour haptique, etc. Et vous avez une très bonne simulation de situation de vol. Donc ça, c'est très intéressant quand, en fait, la situation réelle est peu disponible et peu accessible. Donc ça, c'est cool et ça permet de se préparer à un vol réel qu'on va faire peut-être dans plusieurs mois. L'intérêt autre, évidemment, c'est que les gens qui sont en réalité virtuelle, ils se souviennent et ils savent qu'ils ne sont pas dans la réalité. Donc c'est beaucoup plus facile de faire face à des stimuli qui posent problème, qui feront quand même leur effet, sans que ça soit réel. Quelqu'un qui a peur des araignées, vous le mettez en réalité virtuelle avec des araignées partout, il va flipper, il n'y a pas de problème, même s'il sait que c'est pas réel. Donc on peut y aller progressivement. Mais il y a quand même cette distance en plus qui fait que on peut s'extraire de la situation, on peut arrêter quand on veut, enfin voilà. Et ensuite il y a un transfert dans le monde réel qui est possible. Et donc, autre chose qui est intéressante ici, ce qui est souligné, c'est que le thérapeute peut mieux démontrer au patient que ce qui lui semble être un fait est le résultat de son esprit, une hypothèse individuelle inadaptée. Par exemple, une personne hématophobe peut associer la présence de sang à une blessure grave alors qu'elle n'est pas nécessairement signe d'une hémorragie. Une fois ce concept compris, la remise en question est plus simple. C'est-à-dire que la réalité virtuelle permet de prendre cette distance, d'y aller progressivement et de comprendre en fait que l'hypothèse qu'on fait ou les associations qu'on fait, en fait, c'est dans la tête que ça se passe. Alors, ça ne veut pas dire qu'il suffit de claquer le doigt pour que ça s'arrête, mais que c'est pas une réalité. Voilà. C'est pas un fait, c'est une interprétation qui s'est construite pour plein de raisons, etc. Mais voilà. Alors, il y a plusieurs avantages à la thérapie virtuelle par rapport à l'exposition réelle. Donc la disponibilité, j'ai dit, c'est toujours facilement accessible. C'est plus efficace que l'exposition imaginaire. C'est-à-dire se projeter en imaginant les choses, voilà. C'est plus efficace la réalité virtuelle. Plus d'engagement, parce qu'on est en immersion, en interaction avec l'environnement aussi. On a plus de contrôle pour construire l'environnement virtuel et on a un suivi complet, ce que je disais tout à l'heure. On a une bonne présence en moralisme,
par rapport à l'imagination notamment. On peut construire des aventures virtuelles, c'est-à-dire construire la compétence et l'efficacité des gens au fur et à mesure. On peut gamifier, etc. Et on a une sécurité importante. Donc dans la prise en charge des phobies, je l'ai dit, c'est quelque chose qui est pas mal utilisé. Dans le cas d'un délire de persécution, ça peut être utile aussi. Voilà. On a une meilleure évaluation du process chez les patients, je l'ai aussi évoqué. Le syndrome de stress post-traumatique, c'est aussi quelque chose qui est intéressant qu'on peut traiter. C'est utilisé aussi dans certains cas de rééducation après un traumatisme crânien. En tout cas, je sais que c'était utilisé il y a une quinzaine d'années déjà, donc je pense que c'est toujours utilisé et que ça a beaucoup évolué. Et donc la réalité virtuelle, c'est un super outil de traitement. Et par le logiciel, là, Roger, tac, voilà, Realit, voilà, qui est un outil pour construire des environnements virtuels, travailler des fonctions cognitives notamment. Et donc ça, c'est le genre de truc qui est utilisé justement en rééducation pour des patients qui ont eu un trauma crânien par exemple, ou un AVC, pour certaines tâches cognitives rééduquées, etc. Alors on le fait aussi en physique, mais ça permet de se projeter dans des environnements virtuels sans risque aussi, mais qui ressemblent à la réalité. Donc il y a plein d'avantages d'un point de vue thérapeutique, il y a évidemment plein d'avantages d'un point de vue apprentissage aussi. Il ne s'agit pas de dire que ça va remplacer les apprentissages réels, parce que c'est aussi important de garder ça, mais on a quand même un vrai intérêt pour certaines situations où vous avez du danger, où vous avez du risque, où ça coûte très cher d'accéder à ça dans la réalité. Voilà, donc ça c'est important. Et en termes de suivi aussi. Ça permet aussi, et une des pistes qui est évoquée, c'est de se mettre dans la peau de personnes qui ont des troubles psychiatriques ou qui voient les choses différemment. Ça permet aussi de se mettre à leur place et de vivre ce qu'ils vivent un peu et de diminuer la stigmatisation. Ce serait une piste aussi intéressante. Mais quand on parle de thérapie, il faut toujours un accompagnement, hein, ce que disent ces auteurs. Et évidemment, les limites, c'est la qualité. Pour moi, en tout cas, hein, je dis c'est la qualité de l'environnement. On l'a vu avec les propositions de Meta de Mark Zuckerberg. Il y a plein de trucs qui n'allaient pas. Enfin bon, graphiquement, c'était quand même catastrophique. Donc, si on fait des environnements de réalité virtuelle qui sont moches, qui sont pas réalistes du tout, on va avoir du mal à se projeter. Évidemment, il faut des développeurs pour ça. Il faut des scénarios adaptés. Et quand on fait de la thérapie, on développe pour peu de personnes. Donc il faut trouver les studios qui veulent bien développer pour ça. Et ça peut coûter cher, etc. On a le problème, évidemment, de motion sickness, sentiment de nausée causé par des informations contradictoires reçues par nos systèmes sensoriels. Et ça, il y a des personnes qui ont du mal. Alors plus on a de mouvements cohérents, plus on peut bouger dans l'environnement virtuel, et tout en bougeant notre corps dans l'environnement réel, moins on a cet effet-là. Mais chez certaines personnes, ça arrive quand même très très vite, en quelques minutes. Donc ça c'est une limite évidente. Et une autre limite, c'est que ça isole les utilisateurs dans un monde virtuel. Et donc là, les approches de réalité augmentée, où on va ajouter des éléments virtuels dans l'environnement réel, ça peut être aussi intéressant pour travailler certaines choses. Par exemple, justement, les phobies, ajouter des éléments virtuels dans l'environnement réel, ça peut être intéressant. Voilà. Puisqu'on peut toujours contrôler les stimuli, etc. Donc voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur cette approche de réalité virtuelle pour traiter des troubles, par exemple, ou pour favoriser des apprentissages aussi, mais c'était plutôt orienté thérapie ici. Voilà. Tac. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, ce que j'avais à vous présenter dans cette revue de presse de psychologie positive. Hop. J'espère que de votre côté, ça se passe bien en ce moment. Et puis voilà. On va s'arrêter là pour ce matin. J'étais en train de regarder un petit peu les articles que j'avais en stock pour la suite. Mais voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser et je vous souhaite une excellente journée. Et puis je vous retrouve normalement, s'il n'y a pas de problématique d'emploi du temps de calendrier, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle revue de psychologie positive
Sur ce, excellente journée à vous et excellente fin de semaine. Salut!